Il fut un temps, bien avant que Noé ne commence à construire son arche, que la terre foisonnait de vie. Les gens se réjouissaient des nourritures et des boissons, tombaient amoureux, fondèrent des familles, donnaient naissance à des enfants, construisaient leurs empires et menèrent des guerres. Tout cela se passait de façon aussi ordinaire que dans notre monde moderne, jusqu'à ce que cela devienne une partie de l'histoire éternelle. Qui étaient ces gens ? Nous nous tournons souvent vers les puissantes constructions en pierre qu'ils ont laissées derrière eux. Mais comment pouvons-nous compter les individus faits de chair et de sang ? À quoi ressemblaient-ils ? Étaient-ils bons ou cruels, excentriques ou sages ? Les réponses à ces questions peuvent être trouvées dans les Écritures saintes. Tant le livre de la Genèse que l'Évangile de Matthieu parlent des péchés et des vices qui régnaient sur terre avant le déluge comme étant des réalités très concrètes et graves. Imaginez un monde plein de vie mais déjà condamné. Une civilisation, non divisée en divers pays et peuples, s'était unie grâce à la durée de vie exceptionnelle des gens, qui pouvaient vivre des siècles. Par exemple, Adam a vécu 930 ans et Mathusalem 969. Cela ne paraissait pas étrange. Une longue vie à cette époque permettait de donner naissance à de nombreux descendants et d'accumuler d'immenses connaissances. Cependant, cela créait également des possibilités sans limite pour la propagation du mal et de la corruption. Combien de personnes peuplèrent la Terre avant le déluge ? Malheureusement, aucune statistique ancienne ou document historique ne nous est parvenu pour établir un chiffre précis. Néanmoins, selon des estimations raisonnables et des modèles de croissance modernes, la population pouvait varier de 750 millions à plus de 4 milliards d'âmes. Ce n'était pas simplement un petit village, mais une civilisation hautement développée. Peut-être ne construisaient-ils pas de gratte-ciel, mais ils avaient des villes, des royaumes, de l'art, des sciences, de la musique et une culture. Tout cela existait dans un monde saturé de données. Cela peut sembler incroyable, mais n'oubliez pas la longévité de leur vie. Lorsque l'on pouvait vivre plus de 900 ans, cela ne semblait pas inhabituel. Étant donné qu'il était possible de vivre jusqu'à 500 ans et d'avoir des enfants à cet âge, une population de 3 à 4 milliards de personnes ne paraît pas invraisemblable. Aujourd'hui, beaucoup s'inquiètent de ne pas avoir d'enfants à l'âge de 35 ans. Pourtant, avant le déluge, les femmes continuaient à donner naissance entre 5 et 35 ans, sans se douter de la catastrophe imminente. Comme l'écrit Matthieu, les gens continuaient à manger, à boire et à se marier, jusqu'à ce que le jour où Noé entra dans l'arche. Mais à quoi ressemblait vraiment ce monde ? Ce n'était certainement pas un paradis peuplé d'unicornes et de musique. Le chapitre 6 de la Genèse dépeint un tableau bien plus sombre. La violence, la corruption, le chaos moral, un monde qui pourrissait de l'intérieur. Même s'ils avaient pu surmonter les difficultés extérieures, nous ne savons rien de spécifique sur leur technologie. Néanmoins, considérant un siècle d'études sur les cieux, la terre et eux-mêmes, il est peu probable qu'ils aient été ignorants. La Bible raconte que Caïn se construisit une ville et cela souligne en même temps que l'humanité avait atteint un tel déclin à cette époque que Dieu fut contraint de s'inquiéter. L'image présentée dans les Écritures saintes suscite véritablement de nombreuses réflexions. Il s'agit de décrire des personnes semblables à nous, menant une vie digne, mais confrontées à des obstacles tels que des dirigeants corrompus et des influences néfastes. Nombreux sont ceux qui établissent aujourd'hui des parallèles entre les derniers jours avant le déluge et la situation actuelle dans notre monde. N'est-ce pas une exagération ? Peut-être que Dieu prépare un nouveau déluge pour l'humanité ? Et si tout ce que nous savions sur l'histoire ancienne était erroné ? Imaginez une ville si ancienne et mystérieuse que les archéologues seraient prêts à tout sacrifier pour la comprendre. Cette ville surpasse la tour de Babel et a été fondée bien avant l'apparition des ziggourats. C'était Arida, la ville originelle des dieux et des hommes. Si les légendes sont vraies, elle disparut sous les eaux lors du grand déluge. De nos jours, elle repose enfouie sous terre en basse Mésopotamie, sur le territoire de l'actuel Irak, non loin de la ville de Bassaora, où existe un lieu mystérieux connu sous le nom d'Arida. Selon les anciens écrits Lanchi, cette ville fut autrefois le foyer du dieu Enki, maître des eaux, de la sagesse, de la magie et du mystère. Construite en pierre sur une base fiable de grès, Arida s'étendait dans une vallée à la frontière du désert arabique. Aujourd'hui, c'est une terre stérile, mais les textes anciens mentionnent qu'Arida se trouvait autrefois au bord de la mer. Les bâtiments en ruine que l'on peut observer dans cette région ardente et poussiéreuse faisaient partie d'un grand port sur une baie d'eau douce ouverte sur le golfe Persique. Existe-t-il un lien entre tous ces monuments anciens,
La partie la plus ancienne d'Arida remonte à environ 8000 ans avant notre ère, ce qui est certainement un âge saisissant. Néanmoins, même à cet âge, certains archéologues estiment qu'Arida recèle encore de nombreuses énigmes et faits inconnus. Les couches les plus profondes, contenant les mystères de l'Arida antédiluvienne, ont soit été détruites, soit restent cachées aux yeux. Dans la mythologie sumérienne, Arida est décrite comme l'une des 5 villes érigées avant le grand déluge et la première à recevoir le pouvoir royal par les cieux. Ces premiers dirigeants n'étaient pas seulement des rois guerriers, mais des demi-dieux qui régnaient pendant des milliers d'années. Dans la liste des rois sumériens, il est même indiqué qu'Aluim siégeait sur le trône pendant 28 000 ans, une durée si colossale que même Mathusalem pourrait en être jaloux. Nul ne peut affirmer avec certitude qu'il existe une chronologie exacte des événements. Cependant, les mythes anciens résonnent à maintes reprises à travers le monde. Les déluges, les villes disparues, les dieux primitifs et les connaissances transcendantes, tous ces échos de thèmes récurrents continuent de hanter notre culture. Arida se situe au cœur de ces bouleversements historiques. Alors que les gens continuent à débattre des raisons qui ont conduit à la construction des extraterrestres, peut-être faudrait-il se pencher sur des mystères plus profonds, cachés dans les profondeurs du temps. 2 chercheurs, Michael Tellinger et Jan Johan, ont découvert une ville si ancienne, si grandiose et si troublante qu'elle a complètement changé leur perception du monde. Ils ont trouvé une cité cachée dans les terres arides du sud de l'Afrique, au Mozambique. Cette découverte a le potentiel de renverser tous les concepts scientifiques concernant les civilisations. Même la grande pyramide de Gizeh pourrait sembler n'être qu'un simple jouet moderne à la lumière de cette révélation. Pour comparaison, la Grande Pyramide a été érigée il y a environ 5000 ans. Les temples en pierre de Malte datent également de cette époque, avec un âge similaire d'environ 5000 ans. Cependant, la ville ancienne découverte par Michael et John remonte à environ 200 000 ans. C'était un grand métropole, entouré de cercles concentriques de pierres, de routes et de terres agricoles côtoyant d'anciennes mines. Étonnamment, quelqu'un avait réussi à établir un établissement ici et à commencer la culture des terres ainsi que l'extraction de l'or. Il s'avère que des gens se sont déjà installés sur cette terre des milliers d'années auparavant. À cette époque, l'or était considéré comme une richesse précieuse. Pourtant, les scientifiques ne parviennent toujours pas à répondre à la question principale. Qui a construit cette ville ? Michael Tellinger avance l'hypothèse que cela pourrait être une ancienne civilisation ayant transmis sa symbolique et sa mythologie aux Égyptiens plusieurs millénaires plus tard. Sur l'une des parois, ils ont même trouvé une gravure représentant l'Ankh, un ancien symbole égyptien de la vie. Malgré cette découverte, elle n'a pas suscité un intérêt significatif dans les cercles académiques. Michael soutient que de nombreux archéologues, faisant preuve d'un certain sérieux, ont acquiescé en disant « c'est vraiment impressionnant ». Mais en public, ils ont préféré garder le silence. Si cette théorie s'avère vraie, alors toutes les chronologies historiques auxquelles nous faisons confiance pourraient s'avérer aussi peu fiables qu'une boussole bon marché dans une tempête magnétique. Si c'est le cas, l'histoire de l'humanité devrait être réécrite depuis le début. Avez-vous déjà été au bord d'un grand canyon, ressentant votre foi en l'éternité ? Vous commencez à comprendre que ce n'est pas simplement un sentiment, mais quelque chose de plus tangible. Imaginez une construction qui produit cette impression, une forteresse de pierre fixant silencieusement le gouffre comme si elle attendait le retour de quelque chose de précieux. C'est la tour de garde, Desert View. Peut-être que vous n'y croyez pas, mais cet endroit représente bien plus qu'un simple magasin de souvenirs atypique. À première vue, il peut sembler être un coloré centre touristique, construit au XXe siècle selon les plans de l'architecte Merritt. Achevé en 1932, le bâtiment est orné de fresques impressionnantes de l'artiste Fred Kabat qui inspire l'espoir. C'est l'endroit idéal pour se détendre, apprécier la vue et peut-être acheter un souvenir mémorable. Cependant, considérer cette tour comme un simple magasin serait aussi réducteur que d'affirmer que le Grand Canyon n'est qu'un grand trou dans la terre. Une telle perspective ignore complètement son histoire véritable. Cette tour n'est pas seulement un hommage à une culture et une architecture anciennes, elle représente une structure monumentale. Érigée de manière énigmatique, la tour s'élève au-dessus de la terre, drapée de légendes. Beaucoup se demandent qu'est-ce qui a inspiré sa création ? Peut-être s'agit-il d'une intervention délibérée de quelque chose de primordial, comme si le temps lui-même avait encapsulé sa puissance.
La tour aspire au ciel, atteignant une hauteur de plus de 21 mètres, éclipsant les anciennes tours familiales et les constructions qui l'entourent. Son apparence rappelle celle d'un basketteur de la NBA surplombant une foire de hobbits. Colter a affirmé avoir été inspiré par d'anciennes tours de guet, comme celle de Ovif. Cependant, la conception de sa tour se distinguait par sa légèreté et sa praticité. Il semble que Colter ait pris conscience de sa connexion avec quelque chose de plus significatif que de simples esquisses architecturales. Elle ne s'est pas contentée de créer quelques croquis, mais a élaboré des maquettes à grande échelle, a minutieusement étudié des ruines anciennes et a passé 6 mois à s'immerger dans l'architecture locale avant de poser la première pierre. Fait intéressant, elle a construit une charpente en bois de la même hauteur que sa tour, simplement pour vérifier les lignes de vue. Cela ressemblait à une compétition pour trouver les angles et les points de vue parfaits, semblables à ceux des anciens bâtisseurs de pyramides, de temples et de cercles de pierre. Les murs intérieurs de la tour sont ornés de sculptures et d'images symboliques, y compris des copies de signes anciens du Nouveau-Mexique, désormais perdus à jamais. Beaucoup de ces œuvres demeurent mystérieuses, leur appartenance à une époque effacée étant incertaine, et elles n'ont été préservées que parce que nous nous trouvons au sud. À l'intérieur se cachent des miroirs noirs étranges, reflétant le canyon sous des formes abstraites, évoquant des rêves. Toutes ces formes ont été créées par Colter elle-même. Cela donne lieu à une théorie discrète, chuchotée dans des écrits méconnus et des légendes locales. On dit que la tour de guet dans le désert pourrait être un monument codé, lié à des traditions de construction mégalithique, plus anciennes que Publa, et peut-être même antérieures à l'histoire. Cette simple place de souvenir pourrait-elle être une copie d'une construction érigée avant le déluge? Les échos de cette histoire se retrouvent dans les mythes mondiaux, d'Atlantide à Aléna, en passant par l'optimiste récit de Sipho jusqu'à la liste des rois sumériens. Cette tour de guet, au sein d'une pandémie, semble vraiment un lointain souvenir, un écho d'une civilisation dissoute dans la mémoire. En Amérique, il existe des légendes sur des créatures aux yeux brillants comme la lune, et en Russie, une histoire sur des races montagnardes oubliées. Au cœur du silence glacial du Nord, des géants dorment prodigieusement. Y croyez-vous ? En Russie, comme dans un conte, des événements incroyables se déroulent. Dans les montagnes, d'énormes blocs de pierre sont éparpillés, certains ayant l'air d'avoir été placés là par une main quelqu'un, comme si une partie de Jenga avait mal tourné. D'autres semblent avoir été polis et taillés avec une telle précision qu'on pourrait penser qu'ils ont été créés par des architectes interplanétaires internationaux munis d'outils laser. Mais ces pierres ne sont pas de simples formations aléatoires. C'est un mystère si captivant et inquiétant qu'il pourrait bouleverser notre perception du monde ou remettre en question les connaissances acquises dans nos établissements d'enseignement. Commençons par la montagne. Vivara, située dans un coin sauvage de la Carélie. Cette montagne est considérée comme sacrée par les Samis, le peuple qui habite le nord de l'Europe. Et qui pourrait leur en faire reproche ? Le paysage ici ressemble à une œuvre que la nature aurait façonnée, éparpillant d'énormes rochers comme des jouets lancés d'une grande hauteur. Bien sûr, certaines de ces pierres ont pu se briser lors de tremblements de terre, cela semble tout à fait logique. Mais qu'en est-il de celles qui sont agencées sous des angles et des équilibres parfaits, comme si elles avaient été créées avec un but précis ? Sur certaines d'entre elles, on peut trouver de courtes traces nettes, plutôt que de grossières ébréchures dues à des outils en pierre. Cela ressemble à la précision laser. Soit la nature utilise une scie cachée sous la mousse, soit des êtres ayant jadis vécu ici possédèrent des technologies plus avancées. Mais qui cela pourrait-il être ? En 2014, le chercheur Georgi Shidarov s'est rendu dans les montagnes sibériennes isolées où la connexion disparaît et où les ours décident qui ici est le maître, proie ou visiteur. Au pied de la montagne Chaya, il a découvert d'énormes blocs de granit, certains pesant jusqu'à 4000 tonnes. Ces pierres avaient donc été travaillées et disposées avec un savoir-faire qui ne pouvait clairement appartenir qu'à des humains. Les photographies de Chidarov ont été la première opportunité pour le public d'admirer cette merveille. Néanmoins, l'archéologie traditionnelle continue de rejeter l'idée que la Russie ait jamais connu un tel développement civilisationnel. La montagne Chia, située dans l'Oural, pourrait être le site d'une civilisation ancienne. Mais si tel n'est pas le cas, comment ces énormes pierres ont-elles été taillées et installées ?
En poursuivant notre route vers l'est, nous atteignons la montagne Pédan, un sommet sacré dans l'extrême-orient russe. Son nom évoque des gardiens dragons. Pourtant, à la place, nous trouvons ici des blocs de pierre rectangulaires et cubiques, avec des dizaines de facettes polies et des coupes aussi fines qu'une lame. Ces blocs rappellent de manière troublante les technologies que nous avons vues précédemment sur la montagne Chaya. Deux lieux situés aux extrémités opposées de la Russie, mais dotés d'un même savoir-faire énigmatique. Parallèlement, les énormes pierres de Russie demeurent peu étudiées. Aucune fouille à grande échelle n'a été menée, aucun documentaire n'a été réalisé sur des plateformes telles que Netflix, et aucun étudiant curieux ne s'est donné la peine de prendre une pelle. Pendant que des milliardaires lancent des fusées dans l'espace comme s'il s'agissait d'une partie de dard dans un coin chaleureux du sud de l'Espagne où les oliviers portent des fruits d'une pureté dorée, une personne pourrait bien réaliser ce dont ont rêvé archéologues, historiens et romantiques inspirés par Indiana, Manuel Cuas. Il a 52 ans et est entrepreneur. Peut-être est-ce lui, Cuas, qui a découvert l'ancienne ville enfouie sous des couches de sédiments à la suite d'une inondation majeure à Cadix. Mais il n'a pas utilisé de pelle ni de chameau. Il a employé des méthodes modernes, y compris des images satellites, son intuition et une obsession presque douloureuse pour la recherche des civilisations oubliées. Cuas a soumis son rapport directement au ministère de la Culture d'Espagne, où il affirmait que la ville pourrait être cachée sous les pins de Pinardella. Al-Qaïda est un vaste parc urbain de plus de 1000 hectares situé sur des marais. Il croit que des constructions de la taille de stades de football, des rues, des ports et des fondations pourraient avoir été découvertes lors des mêmes recherches scientifiques que votre crise de la quarantaine la plus grave. Tout cela a été enseveli sous un ancien déluge. Cette ville n'est pas seulement devenue victime d'une catastrophe aquatique, mais aussi un symbole à l'échelle européenne. Que sait-on d'autre de ce qui est caché sous la boue et entouré de légendes ? L'Atlantide est ce pays mythique, décrit par Platon, où vivent des philosophes et des guerriers, des gens trop intelligents pour leur temps. La ville mystique de Cuas est située juste à côté du parc national de Doñana, un lieu où l'archéologue allemand Adolf Schulten a jadis recherché la civilisation perdue de Tartessos. Selon le professeur Richard Fritt, animateur de la chaîne Histoire, c'est là qu'Atlantide pourrait se cacher. Coïncidence ? Probablement pas. Il est possible que Cuas ait découvert les ruines de l'Atlantide elle-même, ou, du moins, ce que l'on appelait autrefois Tartessos. Tartessos est une ancienne civilisation que les Grecs considéraient comme la première véritable culture occidentale. Ils avaient leur propre langue, leur écriture et de nombreux trésors en cuivre dont même le roi Midas aurait pu être jaloux. Tartessos prospérait quelque part entre Huelva, Séville et Cadix. Il commerçait avec les Phéniciens, entrait en conflit avec Carthage, puis disparaissait de l'histoire. Quoi pense avoir retrouvé leur ville fantôme, le nécropole tartésienne qui a été ensevelie sous des couches de pollution, d'inondation et de silence pendant des siècles. De nombreux chercheurs soupçonnent depuis longtemps que Tartessos pourrait avoir été Atlantide. En d'autres termes, la chute de Tartessos pourrait s'être transformée en légende sur l'Atlantide qui ont émergé des années plus tard. Si Tartessos peut être retrouvé, peut-être que l'Atlantide le sera aussi. Mais jusqu'à quel point cela est-il vrai ? Étonnamment, une telle hypothèse est tout à fait plausible. Quoi ne fait pas que fantasmer ? Ces résultats sont accompagnés d'images en relief montrant des ombres rectangulaires originales et des motifs géométriques trop précis pour être le fruit du hasard. Désormais, Cuas insiste pour réaliser une tomographie de résistivité, une sorte d'échographie du sol afin de voir ce qui se cache sous sa surface. Les premiers signes indiquent qu'il pourrait vraiment y avoir une ville enfouie ici. Pourtant, seul le temps le dira. Tartessos, Atlantis ou quelque chose de complètement différent. Peu de civilisations anciennes sont aussi mystérieuses que les peuples de la mer de l'âge du bronze. Ils ont émergé au cours de l'une des périodes les plus chaotiques de l'histoire. Les pharaons égyptiens ont consigné leurs invasions lorsqu'ils ont déferlé dans la mer Méditerranée comme sortis de nulle part, et les sociétés se sont effondrées comme des maisons de cartes. Des langues entières ont disparu, et des cultures se sont évanouies dans l'oubli, comme si elles n'avaient jamais existé. Puis, après que les vagues de destruction et de chaos se soient calmées, les peuples de la mer se sont également évanouis. Leur origine et leur destin restent un mystère. Les textes égyptiens anciens, datant du Xe siècle avant notre ère, les mentionnent à plusieurs reprises comme des pirates et des pillards.
Les peuples de la mer représentaient une force mystérieuse et terrifiante qui a mené des raids pendant plusieurs siècles contre les villes et les civilisations le long des côtes méditerranéennes. Leurs invasions ont touché de vastes territoires, frappant simultanément plusieurs régions. Ils inspirèrent la peur chez les Hittites, sur les terres du Levant et même en Égypte. Les chercheurs estiment que la vague de violence déclenchée par ces peuples a été un catalyseur de la chute de l'âge du bronze. Parmi les batailles les plus célèbres figure le conflit entre eux et le pharaon Ramsès II, qui régna sur l'Égypte au cours du 2e millénaire avant notre ère. Sa victoire sur cette force mystérieuse est gravée dans les monuments de pierre d'Égypte. Selon les écrits, Ramsès II et son fils, le prince Mara, entrèrent en lutte contre les peuples de la mer. Cependant, en dehors des mentions succinctes du conflit, presque rien n'est connu. Les Égyptiens notèrent simplement qu'ils venaient de la mer du Nord et citèrent des terres aux noms tels que Luca, Ekwesh, Chéran et Térès, qui n'apparaissent nulle part ailleurs dans les sources historiques. De nombreuses hypothèses existent concernant l'origine des peuples de la mer, mais aucune d'entre elles n'est confirmée. Certains chercheurs émettent l'idée qu'ils provenaient de régions plus au nord, peut-être de Scandinavie. Il existe une théorie selon laquelle ils auraient pu être des habitants d'Aïa, une mythique cité-État grecque. D'autres considèrent qu'il pourrait y avoir des liens avec les Philistins, les Étrusques ou les Mycéniens, tandis que d'autres encore suggèrent qu'il s'agissait d'un peuple totalement inconnu, dont on n'avait jamais parlé auparavant. Les peuples de la mer ont disparu aussi mystérieusement qu'ils étaient apparus. Après la défaite infligée par le pharaon Ramsès II au cours du 2e millénaire avant notre ère, tous les souvenirs d'eux se sont évanouis. Certains supposent qu'ils ont été assimilés par d'autres peuples, mais cela n'est qu'une conjecture. Au sommet stérile du sud-est de la Turquie, où l'air raréfié fait tourner la tête, se cache un mystère. La montagne de Nemrod est à la fois un ancien temple taillé dans la pierre et peut-être le dernier vestige d'un monde englouti par un grand déluge. Ce déluge était si immense que même Noé aurait pu s'exclamer « Il me faudra une grande barque ». Le roi du soleil, Antiochomnier, souverain de Commagène, choisit cette montagne venteuse et désertique pour créer l'un des complexes astronomiques les plus singuliers du monde. Enfouissant son corps dans les entrailles de la Terre, il a érigé un tumulus de 50 mètres de hauteur, entouré d'une base de 145 mètres. Autour du tumulus se dressaient d'imposantes statues, celle d'Antiochos, 2 lions, 2 aigles et une alliance divine incluant Zeus, Héraclès, Aramasta, Mitra, le bélier, Hélios et Hermès. Les statues, assises sur des trônes, sont aujourd'hui dépourvues de tête, éparpillées sur les pentes environnantes. Les archéologues estiment qu'elles ont été détruites lors d'une profanation religieuse. Mais quel était réellement le but de cette dévotion envers le monument ? Antiochos n'a pas seulement érigé une tombe, il a créé un véritable culte religieux, imprégné d'astrologie et d'influence zoroastrienne, et a organisé des fêtes mensuelles destinées à assurer la prospérité de son royaume. Il mettait en place des conditions traditionnelles pour les dieux et a même lié sa réforme calendaire à l'étoile Sirius, ce qui témoigne de l'influence profonde des traditions égyptiennes et hermétiques. Certains chercheurs émettent l'hypothèse de certaines caractéristiques astronomiques et dimensions de l'objet qui auraient pu exister à l'époque préhistorique. Selon eux, la montagne Nemrud pourrait être liée au développement d'une civilisation bien plus ancienne. Le complexe comprend des chemins soigneusement planifiés, des passages cachés et des terrasses rituelles agencées selon une carte des étoiles. Néanmoins, une question plus profonde reste sans réponse. Après la mort d'Antiochos, la montagne Nemrud fut laissée à l'abandon pendant des siècles, jusqu'à sa redécouverte par des archéologues allemands en 1883. Mais s'agissait-il simplement d'un projet ambitieux du roi, ou bien d'un temple construit à une époque où la majeure partie du monde était submergée sous les eaux turquoises du golfe Persique, engloutie sous des couches de boue, de sel et de silence millénaires ? Peut-être s'agit-il de la plus ancienne ville submergée de l'histoire de l'humanité. Bien avant l'ère des plateformes pétrolières le long de ses côtes, ce fond marin a probablement été une terre fertile, un pays de rivières, de sources d'eau douce et d'une civilisation totalement disparue de la mémoire. Ce n'était pas l'Atlantide, mais l'Éden du golfe Persique. Selon les recherches d'un nouveau champ de l'archéologie mené par Jeffrey Roos de l'université de Birmingham, l'oasis dans le golfe pourrait avoir été l'une des premières grandes implantations humaines. Les scientifiques suggèrent qu'elle est née après que les humains aient quitté l'Afrique il y a environ 75 000 ans.
Roose et son équipe sont convaincus que cette région n'a jamais connu une expansion aussi massive, s'étendant à la taille de l'Angleterre. C'était un paradis verdoyant, avec des ruisseaux, des rivières et des sources d'eau douce, un endroit exempt de guerre et de famine. Cette terre a existé pendant des dizaines de milliers d'années, jusqu'à ce qu'il y a environ 8000 ans, elle soit engloutie par la mer montante. Bien que cela puisse sembler un mythe, les découvertes archéologiques confirment de plus en plus cette hypothèse. À Djebel Faya, les scientifiques ont découvert 3 établissements paléolithiques datant de 125 000 ans. Ces preuves indiquent que des êtres humains vivaient dans ces régions bien avant le déluge. La question principale est de savoir s'il s'agissait d'une civilisation avancée détruite par les eaux ou simplement d'une communauté primitive n'ayant qu'à peine débuté son chemin vers la culture. Répondre à cette question est difficile car tout ce qui a existé se trouve désormais au fond de la mer. Cependant, juste après le déluge, il y a environ 7000 ans, plus de 60 sites archéologiques ont émergé le long de la baie. Cela laisse penser à un phénomène de migration massive en vue de construire de nouvelles villes sur la côte. Ces établissements ultérieurs suscitent toujours l'intérêt des chercheurs et incitent à la réflexion. Ces villes étaient entourées de structures en pierre et en céramique, de magnifiques objets d'art, de routes commerciales et d'animaux domestiques, ainsi que peut-être des premiers navires marins de l'histoire de l'humanité. Ces faits permettent de tirer des conclusions à une échelle globale, leur donnant une crédibilité significative. Cependant, une problématique demeure, le golfe Persique est toujours submergé. Pour confirmer cette hypothèse, les scientifiques ont dû effectuer des fouilles sous-marines, nécessitant des investissements temporels et financiers considérables. Il y a environ 10 000 ans, à la fin de la dernière période glaciaire, les glaciers ont commencé à fondre tels des géants pleurant dans la mer. Le niveau des océans a augmenté de plusieurs centaines de pieds, noyant les territoires côtiers et des royaumes entiers. C'est un fait scientifique et la majorité des chercheurs s'accordent à dire que, qu'il soit d'origine divine ou non, ce déluge a transformé le monde et la civilisation. L'Inde a été l'un des pays les plus touchés dans ce contexte. Graham Hancock accorde une attention particulière à ce sujet. Équipé d'un scaphandre et d'un sonar, il a cherché des traces de cités englouties, de l'Inde à Cuba, explorant les vestiges d'une civilisation maritime qui existait avant l'élévation du niveau des mers. Dans des textes anciens, comme les Védas, il est fait mention du fleuve Sarasvati, qui était le vecteur de vitalité de l'Inde ancienne. Pendant des siècles, les chercheurs l'ont considéré comme une simple métaphore, poétique, mais des images satellites ont confirmé son existence, changeant la donne. Le fleuve Sarasvati coulait autrefois des Himalayas à la mer Baltique et était même plus puissant que le fameux fleuve Indien. Le long de ses rives, les archéologues ont découvert les ruines de la civilisation de Harappa, la plus grande société urbaine de son temps et bien plus ancienne que ce qu'on pensait. Les Védas contiennent des données astronomiques, des systèmes philosophiques et des mythes mystérieux dont les échos résonnaient dans le monde bien avant la période glaciaire. Ce qui est surprenant, c'est que les Védas, ces textes anciens indiens, parlent également d'un déluge, dont l'histoire est très similaire à celle de la figure continentale de Manu, le héros de ce récit, qui a survécu grâce à un poisson divin et a ensuite rétabli une civilisation qui peut être comparée à celle de l'autre célèbre Noé. Les archéologues ont découvert des villes englouties au large des côtes de Kutch. Cambaya datait d'environ le 7e millénaire avant notre ère. Ces établissements sont plus anciens que toutes les colonies urbaines officiellement reconnues, ce qui soulève des questions sur leur origine. Peut-être sont-ils le dernier témoignage d'une civilisation avancée qui a été détruite par un déluge. L'Inde a non seulement survécu à ce cataclysme, mais a aussi conservé la mémoire de cet événement sous forme de légendes, d'épopées, d'agamas et de littérature tamoule, Sangam. L'héritage spirituel de ce pays se transmet depuis avant la période glaciaire et continue de vivre encore aujourd'hui. Qui aurait pu penser que les continents peuvent se superposer les uns aux autres comme les couches d'un gâteau au chocolat? À part cela, l'Atlantide, la Méditerranée, abrite un secret encore plus ancien. Et ce n'est pas simplement un mythe, mais un fait scientifique. Un continent qui s'est séparé de l'Afrique du Nord il y a environ 240 millions d'années et qui a par la suite été englouti par l'Europe, a été nommé Grande Adrie. Pour la première fois depuis que les dinosaures ont disparu de notre planète, ce continent apparaît de nouveau sur les cartes géologiques, du moins sous forme de modèle.
Autrefois, la Grande Adrie occupait une superficie comparable à celle du Groenland et glissait silencieusement à travers les époques préhistoriques. Il y a environ 100 millions d'années, elle a commencé une lente collision avec l'Europe du Sud. Pour une existence paisible, cela peut sembler insignifiant, mais au fil des millénaires, cela a conduit à une catastrophe colossale. Le choc a déchiré la croûte terrestre comme du verre. Une grande partie du continent n'a pas survécu, a été engloutie par le manteau terrestre et presque enterrée sous 1600 km. Même aujourd'hui, les ondes sismiques continuent de détecter ces restes, comme un battement de cœur fantomatique sous la coquille de la planète. Cependant, tout le continent n'a pas disparu. Des roches plus légères ont été comme raclées, tel le glaçage d'un gâteau, puis comprimées, formant les chaînes de montagnes que nous connaissons aujourd'hui sous le nom des Apennins, des parties des Alpes et des chaînes des Balkans en Grèce et en Turquie. Ces majestueuses cimes d'Europe sont nées des débris d'un monde ancien. Certaines se trouvent à une profondeur de 1600 km sous l'Europe, tandis que d'autres s'élèvent à plusieurs milliers de mètres dans les Alpes. Cette découverte est le fruit d'une coopération à long terme entre des scientifiques de 30 pays et de l'utilisation de technologies informatiques modernes pour reconstruire une partie perdue de la Terre. Les résultats se sont avérés stupéfiants. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, une carte de la Terre plus ancienne que les dinosaures a été établie. Peut-être qu'un jour, ce territoire était le foyer de civilisations de reptiles, d'hommes anciens ou même de lémuriens hautement intelligents. Personne ne peut vraiment le savoir et cette possibilité est impossible à vérifier. Cette découverte du directeur général pourrait changer notre perception de la Terre. En un instant, elle se retrouve à la surface et l'instant d'après, elle est cachée sous des milliers de kilomètres d'eau. En 1936, par une chaude journée au Texas, Maxane et sa femme, Emma, se promenaient près de la ville de London. Soudain, ils tombèrent sur quelque chose d'inhabituel. C'était une pierre, mais à l'intérieur, un morceau de bois ressemblant à une petite branche dépassait d'une boulette géologique. Max, un Texan curieux, décida de ramasser la pierre et de la briser avec un marteau. À l'intérieur, il découvrit un marteau coincé dans une roche formée il y a près de 400 millions d'années. Cet artefact, connu sous le nom de marteau londonien, existait déjà à l'époque des dinosaures, au milieu des arbres anciens et des continents modernes. Il mesurait environ 15 cm et était composé de plus de 96% de fer pur. Il continue de briller aussi intensément que l'argenterie de votre grand-mère. Entre les repas de Thanksgiving, sans perdre de son éclat, il semble attendre quelque chose, que ce soit le retour de l'Atlantide ou la sortie d'un nouveau film Marvel. Ce marteau est considéré comme un artefact étrange qui ne s'inscrit pas dans la chronologie historique traditionnelle. Il rappelle la fois où votre professeur de 6e soutenait que les hommes préhistoriques étaient primitifs. Mais vous aviez trouvé des preuves qu'ils savaient déjà travailler le fer et maîtriser la métallurgie. Un fait peu connu, certaines poignées en bois du marteau avaient déjà commencé à se transformer en charbon, un processus qui prend généralement des millions d'années. Cela suggère que le marteau était enterré suffisamment longtemps pour se fossiliser complètement. En 1983, le créationniste Carl Baugh acquit ce marteau et le présenta comme une preuve de l'existence d'un monde antédiluvien. À cette époque, les gens étaient plus grands, l'air était riche en oxygène et les dinosaures servaient peut-être d'articles vestimentaires. Il affirmait que la composition du fer témoignait d'une humanité antédiluvienne non seulement plus imposante, mais aussi plus avancée en métallurgie que nous ne le sommes aujourd'hui. Actuellement, ce marteau est exposé au musée des preuves de la création, situé à Bossier, Louisiane. Les visiteurs peuvent y réfléchir sur des questions fondamentales concernant la nature et acheter une réplique du marteau en souvenir. En toute honnêteté, certains considèrent que ceci n'est qu'un outil du 19e siècle qui s'est fossilisé avec le temps. D'autres, en revanche, y voient dans des preuves d'une civilisation avancée avant le déluge. De quel côté vous situez-vous ? Sous les sables brûlants du plateau de Gizeh, où le soleil fait chauffer le désert comme un collecteur d'impôts, les touristes prennent des photos avec les lions de pierre silencieux. Sous la terre, dans le silence, repose une immense créature. Peut-être s'agit-il d'une ville entière, vestige d'une civilisation abandonnée ayant existé avant le déluge. Le 15 mars 2025, des chercheurs italiens, Corrado Malanga et Filippo Bioni, un scientifique réputé, firent une découverte étonnante. Ils et leur équipe utilisèrent la tomographie par radar à synthèse d'ouverture pour examiner le sous-sol des pyramides. Leur objectif principal était la pyramide de Khafré, plus connue sous le nom de Grande Pyramide.
Les résultats s'avérèrent inattendus et impressionnants. Sous le sable, ils ont découvert un labyrinthe souterrain qui pourrait bouleverser notre compréhension de l'histoire. Ce labyrinthe se compose de nombreuses structures géométriques à 5 niveaux, de 8 puits cylindriques, entourés de mystérieuses spirales et de chambres cubiques encore plus vastes. Bien que cette découverte ait suscité de vives controverses, elle a été confirmée et présentée par les principales agences de presse. Vous pouvez consulter leurs conférences de presse et lire les recherches publiées. Mais que tout cela signifie-t-il ? Traditionnellement, les pyramides sont considérées comme des tombes de pharaons aspirant à une gloire éternelle. Cependant, cette nouvelle découverte remet en question cette perspective établie et dans ce sens, elle a atteint un succès considérable. Néanmoins, des idées jadis jugées peu convaincantes attirent à nouveau l'attention. Nikola Tesla, par exemple, a noté que les pyramides n'étaient pas simplement des sépultures, mais des dispositifs énergétiques utilisant les vibrations naturelles de la Terre. L'ingénieur Christopher Dunn est allé encore plus loin dans son livre « La centrale électrique de Gizeh » en suggérant que la Grande Pyramide était en réalité un gigantesque convertisseur d'énergie sismique. Grâce à des scans radars, des modèles numériques clairs existent désormais, corroborant ces théories. Certains chercheurs estiment que les pyramides ont été construites sur des fondations plus anciennes d'une civilisation égyptienne entièrement submergée. Selon eux, cela s'est produit lors d'une inondation, lorsque le Nil a débordé et anéanti toutes les traces d'un passé révolu, permettant ainsi de donner naissance à une nouvelle époque. D'autres avancent d'imposer des hypothèses sur l'influence d'extraterrestres, d'Atlantéens ou d'anciens dieux Anunnaki. Pourtant, tous ne souscrivent pas à de telles théories. Le docteur Sarah Schreider, archéologue à l'université de Leyde, soutient qu'elle manque de fondements sérieux. Elle reste prudente, indiquant des pierres magnétiques qui témoignent d'efforts considérables. Selon elle, les pyramides servaient non seulement de tombes, mais pouvaient aussi avoir été des lieux de vie pour les travailleurs. Elle suggère que les structures souterraines pourraient simplement représenter les habitations des bâtisseurs des pyramides et non des preuves de civilisations extraterrestres avancées ou d'empires oubliés depuis longtemps. Des fouilles seront-elles menées ? Cette question est complexe. L'équipe du projet, Kefren, est pleine d'enthousiasme, mais les autorités égyptiennes restent sur leur garde. Elles craignent, bien entendu, les théories qui remettent en question la version officielle de l'origine des pyramides. Protéger l'attention est une chose, mais reconnaître que votre symbole national pourrait être un ancien objet énergétique créé par des ingénieurs de haut niveau en est une autre. Pendant que ces lieux restent cachés sous des siècles de terre et de sable, attendant leur heure, les pharaons, enveloppés dans leurs draps de lin, continuent de dormir au fond de la mer Noire. Les recherches de radar ont confirmé la présence d'un certain objet, mais il reste encore un long chemin avant le début des fouilles. À ce jour, aucun ancien briquet ou mystérieux dessin n'a été trouvé. Pourtant, imaginez une ville parfaitement préservée d'une civilisation dont le statut reste un mystère, silencieusement dissimulé à l'ombre des pyramides. Réfléchissez à combien de secrets du passé le monde recèle encore pour nous. Chaque matin, alors que nous savourons une tasse de café, nous ne pensons pas toujours à cette ville submergée, capable de réécrire l'histoire. Pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé lorsque 2 doctorants du Massachusetts Institute of Technology, accompagnés d'une équipe de scientifiques, d'ingénieurs et de documentaristes de National Geographic, ont plongé à plus de 90 mètres sous la mer Noire. Qu'on y croit ou non, ils ont peut-être découvert un véritable établissement préhistorique. Sans doute Noé lui-même pâlirait-il en voyant cela. Brandon Foley, archéologue marin, a partagé ses impressions sur cette découverte mystérieuse. Le doctorant du programme en technologie historique du MIT n'a pu contenir son excitation en écrivant aux professeurs du centre de recherche qu'ils avaient découvert des structures artificielles autrefois dissimulées sous les eaux d'un lac d'eau douce. Si tel est le cas, notre compréhension de l'histoire de l'humanité pourrait changer en un instant. La découverte a eu lieu à 12 miles de la côte turque. L'expédition de National Geographic, dirigée par le docteur Robert Ballard, l'homme qui a découvert le célèbre Titanic, a poursuivi ses travaux. Une fois que l'on trouve le navire coulé le plus célèbre de l'histoire, l'archéologie maritime devient une véritable passion. La mer Noire était autrefois un lac d'eau douce existant il y a environ 7000 ans. Elle a soudain été inondée par les eaux de la Méditerranée,
provoquant une telle crue que les géologues William Ryan et Walter Pittman estiment que ce phénomène a pu entraîner l'émergence de nombreuses espèces vivantes. Dans les temps anciens, de nombreux mythes existaient au sujet d'un déluge, y compris le récit du livre de la Genèse. Ryan et Pittman soulignent que ce déluge était local, s'étant produit précisément dans la mer Noire, et cet événement a suffi à engendrer des mythes à travers le vieux continent. Cependant, leur théorie présente un défaut majeur. Si le déluge était un événement fortuit, pourquoi a-t-il laissé une empreinte si profonde dans la mémoire collective de l'humanité ? Pourquoi des légendes sur le grand déluge se retrouvent-elles même chez les présidents des États-Unis ? Pourquoi des peuples n'ayant jamais entendu parler de la mer Noire rapportent-ils des histoires similaires ? Cela semble illogique à moins de considérer le déluge comme un événement universel. Au fond de la mer Noire, les chercheurs ont découvert des amas de blocs de pierre, d'outils et d'instruments qui ne peuvent être des artefacts fortuits. Foley soutient que ces découvertes sont trop proches les unes des autres pour être le fruit du hasard. Selon lui, des êtres humains occupaient cette région avant que le niveau de l'eau ne monte. Actuellement, ils se trouvent à plus de 90 mètres de profondeur. Cette découverte nécessite encore une étude approfondie. Les scientifiques doivent encore déterminer qui a construit cette structure, quand elle a été réalisée et dans quel but. On croit que les morts ne peuvent pas parler. Cependant, sur la côte sombre de la Bulgarie se trouve un cimetière de navires dont l'histoire pourrait changer notre perception de l'histoire, voire de la Bible. En 2016, un groupe de chercheurs britanniques et bulgares, dirigé par le professeur John Adams de l'université de Southampton et le Centre bulgare d'archéologie sous-marine, est parti en expédition à bord du navire de recherche Explorer pour explorer le fond de la mer Noire à près de 2000 mètres de profondeur. Leur découverte fut tout simplement stupéfiante. Ils ont trouvé plus de 60 épaves anciennes dispersées sur une superficie de 700 000 carrés. Parmi elles se trouvait un navire marchand grec daté du 1er siècle avant notre ère, qui s'était conservé dans un état si parfait qu'il semblait avoir coulé il y a à peine une semaine. Cette incroyable préservation est due à l'absence presque totale d'oxygène à de telles profondeurs dans la mer Noire. Le bois ne pourrit pas et le métal ne rouille pas. Certaines publications ont immédiatement lié cette découverte au déluge, suggérant que ces navires pourraient être beaucoup plus anciens que prévu. Déjà en 2000, les géologues William Ryan et Walter Pittman avaient émis l'hypothèse que la mer Noire avait autrefois été un lac d'eau douce avant que la mer Méditerranée ne devienne une baie. Après la période glaciaire, une rupture aurait provoqué un déluge 200 fois plus puissant que la chute du Niagara, submergeant des terres équivalentes à celles de l'Irlande. Cependant, comme l'affirme le docteur Dragomira Georgieva, participante au projet CART, ce n'est pas encore la version définitive des événements. La mer Noire montre une élévation progressive du niveau de l'eau et non un scénario catastrophique rapide qui aurait pu détruire toute une civilisation en une semaine. Néanmoins, ces navires, qui formaient jadis une fascinante flotte commerciale ou des forces navales, restent des témoins muets d'un passé où le monde était différent, plongé dans une époque de corruption et d'inondations dominantes. Est-il si difficile d'imaginer comment les civilisations anciennes menèrent leur guerre ? Une terre perdue dans le temps, c'est le mystérieux Kumarikandam, un supercontinent primitif du Sud qui, selon les hypothèses, aurait été englouti par l'océan Indien entre 50 000 et 15 000 ans avant notre ère. Alors que la plupart des gens vivaient dans des cavernes sombres, les habitants de Kumarikandam créaient des projets architecturaux étonnants, inventèrent l'algèbre, développaient des idées sur la téléportation et devenaient sans conteste la première civilisation avancée. Cependant, très peu de traces de cette culture ont été conservées et presque personne ne la connaît. Selon la légende, ce continent était l'Atlantide tamoule, situé sur une vaste terre au sud de l'Inde moderne, désormais submergée. La plupart des historiens, des chercheurs et des archéologues considèrent cette légende comme mythique. Cependant, les anciens textes tamouls et quelques découvertes archéologiques mystérieuses soulèvent des questions intéressantes. Kumarikandam n'est pas simplement un beau conte, c'était peut-être une civilisation rayonnante dans les temps anciens. Ce continent s'étendait du nord au sud, couvrant ce qui est aujourd'hui le Tamil Nadu et le Sri Lanka, et même à l'ouest jusqu'à Washington. Ces villes prospéraient, les routes commerciales étaient animées, et sa structure sociale était plus progressive que dans de nombreuses universités modernes et départements de géographie. Les femmes gouvernaient le pays, et l'éducation était accessible à tous. Les hommes pouvaient être cuisiniers
ou s'occuper des tâches ménagères, et cela était perçu comme normal. L'égalité était une partie intégrante de la vie quotidienne. Néanmoins, comme dans toute épopée, une tragédie survint. Environ au 15e millénaire de notre ère, le niveau de la mer a commencé à envahir les terres. Les habitants des villages faisaient état d'inondations et de violentes tempêtes. L'Empire fut confronté à un choix, évacuer ou être englouti par les éléments. Que firent-ils ? Ils commencèrent à suivre les lois tamoules. L'empereur Pratne organisa des migrations de masse, la rédaction de textes sacrés et la collecte de trésors, ainsi que l'envoi de gens sur de grands navires. Pendant que le continent était lentement englouti, les vaisseaux prenaient le large. Certains se dirigèrent vers Kanyakumari et Chennai, d'autres vers le nord, en Inde. Les bateaux dérivaient et beaucoup n'atteignirent jamais leur destination. Ainsi, chers amis, la disparition de Kumarikandam demeure un mystère. Vous n'y croyez pas ? Consultez les anciens textes. De nombreuses sources tamoules et sanskrites décrivent un grand déluge qui a détruit une civilisation entière. Un poète vivant à notre époque décrivit une vague de marée engloutissant 2 anciennes villes tamoules. Certains pensent donc que la langue tamoule elle-même provient des survivants de Kumarikandam. La préservation en Sri Lanka et en Inde se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Croyez-vous au continent superposé englouti ? Kumarikandam aurait-elle pu être le foyer de la plus ancienne civilisation de notre planète ? Une civilisation développée a-t-elle existé avant le déluge ou cette distinction revient-elle aux Mayas ? Dans le chapitre suivant, nous discuterons plus en détail de cette question. Sur les silencieuses roches rouges du lac Titicaca, où le vent murmure des énigmes et où les lamas broutent l'herbe comme pour vous réprimander doucement, se cache une porte qui mène au néant. Cependant, ce néant ne signifie pas que vous n'êtes pas destiné à entrer. Cette porte n'a ni loquet, ni tapis, ni annonce de location. C'est une niche hantée, soigneusement taillée sur le flanc d'une montagne au Pérou, comme si quelqu'un avait commencé à construire un temple, mais avait ensuite cessé et ne reviendrait jamais. Les archéologues l'appellent Aramuru, et les autres la désignent comme les portes des dieux. Cette structure en pierre atteint environ 7 mètres de hauteur et presque la même largeur, et elle intrigue les scientifiques, suscitant des débats sur les forums conspirationnistes depuis 1996. C'est à cette époque que le guide local, José Luis Delgado, Mamani a découvert cet endroit par hasard lors d'une randonnée. Une belle chance, n'est-ce pas ? Peut-être pas. José affirmait qu'il avait trouvé ce lieu après qu'il lui soit apparu en rêve, rempli de détails vifs. Une force mystérieuse l'y a-t-elle conduit ? Nous serions ravis de répondre oui, mais en réalité personne ne le sait. À part les légendes locales, Aramuru n'a aucune preuve tangible. Selon les traditions Ayamaras, cet endroit était un portail pour les chamans, leur permettant de voyager dans d'autres mondes, que ce soit des régions célestes, des mondes d'esprit ou, peut-être, une dimension étrange où vos pires ennemis deviennent vos meilleurs amis. Les Ayamaras évitaient cet endroit, le qualifiant de porte du diable, et mettaient en garde que si l'on entrait sans invitation, votre âme pouvait y rester pour toujours, ce que personne ne souhaitait. Une autre légende parle d'un prêtre inca nommé Aharamuru. On ne sait pas ce qui est apparu en premier, le nom ou l'homme lui-même. Il y a environ 5 siècles, durant les conflits hispano-incas, Aharamuru se trouvait ici, échappant aux soldats espagnols. Attendant son heure, il activa le portail à l'aide d'un ancien disque sacré du temple de Coricancha. La porte s'ouvrit et il entra, après quoi personne ne le revit. Il emporta avec lui la clé afin que personne ne puisse le retrouver. Dans la roche, un léger creux rond persiste encore, prétendument l'endroit même où il laissa le disque. Cette précision de l'emplacement est trop significative pour être une simple coïncidence. Était-ce une technologie extraterrestre de téléportation ? Il est certain que le portail a été créé par la mystérieuse culture de Tiwanaku, entre le 2e millénaire avant notre ère et le 1er millénaire de notre ère, ce qui constitue une large plage temporelle. Un grand merci aux savants. L'archéologue indépendant, le docteur Muhammad Firoz Khan, considère cet endroit, à Aramuru, comme un complexe mystérieux que certains estiment être l'œuvre de tailleurs de pierres habiles. D'autres, comme David Childress et Giorgio A. Tsoukalos, ont leurs propres opinions à ce sujet. Tsoukalos, partisan de la théorie des anciens extraterrestres, avance que cela pourrait être un portail hautement technologique activé par une clé cosmique. Mais qu'en est-il vraiment ? Ou peut-être serait-il plus juste de se poser la question : si vous aviez une telle clé, oseriez-vous entrer et découvrir ce qui se cache au-delà ? Rapaïti est une petite île polynésienne dont le nom se traduit par « petit Rapa »,
afin de la distinguer de l'île voisine de Rapa Nui. Cette île est extrêmement petite, sa population en 2017 n'atteignant qu'environ 500 habitants. Néanmoins, Rapaïti est entièrement couverte de montagnes, dont la plus haute dépasse 600 mètres. En réalité, Rapaïti est le sommet d'un ancien volcan submergé qui s'est éveillé à la vie il y a de nombreux siècles. Les Polynésiens ont commencé à coloniser Rapaïti vers le Xe siècle. Les Européens ont atteint cette île en 1791, apportant avec eux alcool et maladies. À l'heure actuelle, en l'an 1830, plus des 7/10 de la population autochtone des îles ont disparu. Une partie de cette population locale, Rapaïti, a disparu peu après lorsque des négriers péruviens ont mené une attaque, capturé des gens et introduit la varioloïde. En 1860, il ne restait plus qu'environ 100 insulaires sur l'île. Plus d'un siècle plus tard, ce chiffre n'a guère atteint les 500. L'une des attractions historiques les plus remarquables de l'île est la forteresse Marangautua, construite au sommet d'une montagne. C'est la plus ancienne structure défensive érigée par les habitants en prévision de l'arrivée des Européens. L'île compte également 14 autres forts, construits au sommet des collines pour se protéger contre des attaques inattendues. Dans la tradition polynésienne, les invasions d'une île à l'autre étaient dit courantes, et les habitants de Rapaïti avaient judicieusement construit de hautes forteresses pour leur sécurité. Récemment, une route sous-marine menant à l'Atlantide a été découverte. Ce chemin de pierre de 450 mètres de long se trouve à seulement 6 mètres sous la surface de l'eau au large des îles Bimini. À première vue, cette route pourrait sembler être l'œuvre de l'homme, mais les géologues pensent qu'il s'agit d'une formation naturelle. Ils affirment que ce chemin de pierre s'est formé à la suite de processus naturels. Selon eux, la route est composée de dalles de pierre côtière, chacune mesurant environ 4 mètres de long. Pourtant, les dalles semblent avoir été parfaitement taillées et ajustées, comme des pavés. Les scientifiques attribuent cette symétrie à l'érosion par les vagues. La route va parallèlement à d'autres itinéraires plus développés, se divisant sur le côté, comme si elle appelait quelque part. Êtes-vous déjà allé sur les îles Bimini et avez-vous pu voir cela de vos propres yeux ? Chaque détail de la route de Bimini témoigne d'un savoir-faire humain. Beaucoup pensent que cela atteste de l'existence d'une civilisation disparue, l'Atlantide, un chemin pavé menant à des ruines encore non découvertes. Depuis sa découverte en 1968, cette théorie a été maintes fois critiquée par les scientifiques officiels. Elle a été proposée par l'archéologue sous-marin Joseph Manson Valentine et ses collègues, qui ont été les premiers à avancer que les pierres découvertes pourraient appartenir à la légendaire Atlantide. Cependant, malheureusement, une autre partie de cette ville mystérieuse reste encore non résolue. La datation par le carbone radioactif suscite également des doutes. En 1978, l'université de Miami a mené une étude sur les pierres trouvées et a établi qu'elles ont environ 2000 ans, tandis que, selon les théories établies, le déluge de l'Atlantide se serait produit il y a environ 12 000 ans. À ce jour, il n'existe aucune donnée scientifique prouvant que l'Atlantide se trouve sur les îles Bimini, mais les preuves scientifiques ne parviennent pas à convaincre tous les sceptiques. Peut-être que cela n'est pas Atlantide, ou peut-être est-ce finalement le chemin vers cette ville engloutie. Et si la civilisation la plus ancienne et la plus remarquable du Pérou n'était pas celle des Incas ? Que se passerait-il si une véritable puissance avait existé des millénaires auparavant, élevant des pyramides aussi anciennes que celles d'Égypte, mais ayant disparu sans laisser de traces, à tel point que personne ne l'aurait remarqué pendant près de 5000 ans ? Rencontrer le roi ? Bien avant que les Incas ne construisent nos Machu Picchu, les Coralliens régnaient au Pérou. Ils érigeaient d'énormes pyramides alors que le reste du monde en était encore à ses balbutiements en matière de domestication des plantes. Les Coralliens, en débutant leur ère des pyramides, apparaissaient presque simultanément avec l'Égypte, comme si une force cosmique leur murmurait « Salekut Samian Fatit ». Rodi construisait de grands triangles. Cette structure architecturale se trouve dans la vallée de la rivière Sup. Le corail précède toutes les civilisations connues et les surpasse. Ce n'était pas simplement un modeste village de pierre, mais la capitale de ses souverains. Au centre de sa civilisation, 6 pyramides pouvaient se dresser, entourées de terrasses, de fenêtres et même d'un amphithéâtre construit vers le 6e millénaire avant notre ère. Cela signifie que le corail est à peu près contemporain des pyramides égyptiennes. Pourtant, aucune momie n'a été retrouvée ici. Étonnamment, cette région est restée inaperçue pendant près de 5000 ans.
La plus grande pyramide, connue sous le nom de pyramide Major, occupe une superficie équivalente à 4 terrains de football et s'élève à près de 30 mètres. Cette ville bâtie en pierre est un véritable chef-d'œuvre technique sans équivalent à son époque. Elle s'étend sur 150 acres et ses derniers escaliers, zones résidentielles et places, pouvaient accueillir non seulement votre famille, mais aussi vos amis et leurs groupes. Cependant, au début du XXe siècle, les archéologues refusèrent de croire à l'existence d'une telle ville. Ils étaient convaincus qu'une société sud-américaine primitive ne pouvait pas créer de telles structures, car cela contredisait leurs idées sur l'origine de l'humanité. Peu de gens crurent en l'existence de cette ville jusqu'en 1994, lorsqu'une équipe archéologique péruvienne dirigée par Ruth Shady Eddy déclara qu'il s'agissait de l'une des plus anciennes villes du continent. De nombreuses personnes venaient et repartaient pour célébrer des fêtes et vivre là. Lors des fouilles, Ruth Shady Eddy découvrit des pyramides, un amphithéâtre circulaire pour des rituels communautaires ou des événements en plein air, des quartiers d'habitation et 10 flûtes fabriquées à partir des os de pélicans. Cette découverte fut une véritable percée en archéologie. Les habitants du Corail étaient profondément passionnés par leur musique. Fait étonnant, un système de noted strings, connu sous le nom de quipu, était utilisé pour enregistrer des informations à l'aide de fils et de nœuds. Il convient de noter que 500 ans après cela, les Incas n'avaient toujours pas de système d'écriture. À la place, ils utilisaient le quipu. Un code complexe qui reste à ce jour indéchiffrable pour les chercheurs modernes. Il est intéressant de constater que ce système était connu au Corail il y a presque 5000 ans. Cela soulève la question, d'où provient ce système de communication ? Peut-être est-il plus ancien que le Korala lui-même ? Qui a enseigné aux gens à l'utiliser ? Environ 1000 ans après l'apogée du Korala, son pouvoir a commencé à décliner. Le docteur Thomas Pozorski suppose que cela pourrait être lié à des conflits, des désaccords politiques, une pénurie alimentaire et peut-être à certains projets ambitieux de construction de pyramides. Dans les montagnes de Zagros, où le vent résonne comme un ancien hymne, les archéologues ont fait une découverte cachée de l'histoire pendant près de 4000 ans. Grâce à des recherches novatrices, une ville oubliée de montagnards a été mise au jour. Cette ville a été construite dans les entrailles de la montagne, sur le territoire de l'ancien Irak et de l'Iran, par un peuple dont le nom s'est perdu. Il ne s'agissait pas simplement d'un groupe d'habitation temporaire, mais d'un centre urbain prospère qui commerçait activement avec de grands empires et a laissé une empreinte notoire dans l'histoire grâce à sa langue, ses lois et son système d'écriture. Cette civilisation montagnarde indépendante a été oubliée pendant 4 millénaires. L'endroit où elle se trouvait est connu sous le nom de Kunar, mais le nom du peuple qui l'habitait n'a pas été conservé. De 2012 à 2018, une équipe archéologique française a mené des fouilles et a découvert des fondations en pierre, diverses tablettes, des flèches à pointe en obsidienne, de la céramique et des restes d'animaux domestiques et sauvages. Les tablettes cunéiformes montrent que les scribes de la ville maîtrisaient couramment les langues sumériennes et akkadiennes. La civilisation, qui se trouvait à l'ombre de puissants voisins, était tout aussi innovante. L'Acadie, première superpuissance mondiale, pourrait être comparée à un kangourou, tandis que cette civilisation serait comme un petit Joey confortablement blotti dans sa poche. L'une des découvertes les plus surprenantes a été que cette civilisation avait développé un système de mesure unique, sans équivalent ailleurs dans le monde. Les scribes de la ville utilisaient leur propre méthode de mesure pour tenir des comptes commerciaux, notamment pour des biens tels que la farine. Même aujourd'hui, les chercheurs modernes peinent à traduire complètement ces mesures en notre langage contemporain. Les ruines détruites de cette civilisation datent d'au moins le XXIe siècle avant notre ère, et peut-être d'une période encore plus ancienne. Les artefacts trouvés sur ce territoire témoignent d'une société riche et complexe. Les pointes de flèches en obsidienne, prisées dans des contrées lointaines, indiquent des échanges commerciaux actifs. En Anatolie, d'où provenaient pas les marchandises, des os de lion et des squelettes, probablement ramenés de chasse royale ou en tant que présent diplomatique, ont été découverts. Cela laisse à penser que les habitants de Kunar n'étaient pas isolés dans leur village. Autrefois, Kalara était une société florissante, dotée d'une écriture développée, d'une agriculture, d'un élevage, de liens commerciaux et d'une architecture remarquable. Cela pousse à réfléchir à combien d'autres villes semblables à Kalara restent encore cachées sous les montagnes et dans les jungles humides. Le Yucatan, où le taux d'humidité est si élevé que tout semble imprégné d'humidité,
et où les moustiques bourdonnent comme des chasseurs, était autrefois le site de palais capables de rivaliser, voire de surpasser toutes les créations européennes au fil des millénaires. De hautes pyramides, des observatoires astronomiques, de vastes routes blanches et des villes conçues avec un tel savoir-faire qu'elles semblaient avoir été érigées par des extraterrestres attendirent leur heure. Cependant, une catastrophe se produisit. Une révolution grandiose brisa l'ordre établi. Le Yucatan sombra dans l'abîme, et le monde fut englouti par le chaos. Les cieux s'ouvrirent, les mers se soulevèrent, et tout changea à la suite du grand déluge. Des tsunamis, des inondations, et ce que les chercheurs appellent désormais l'amnésie académique de l'époque coloniale, effacèrent toute mémoire du passé. C'est l'une des théories les plus controversées concernant l'Empire Maya. Imaginez-vous vous réveillant en 2700 avant notre ère au centre d'une mégapole maya animée telle qu'El Mirador. Pourquoi cette ville semble-t-elle plus développée que certaines parties des États-Unis aujourd'hui ? Peut-être parce que, comme le montre la recherche, elle était en réalité bien plus avancée que ce que l'on croit généralement. Selon le docteur Richard Hansen, directeur du projet El Mirador, ce site n'a pas simplement été le premier établissement de l'Amérique centrale. Il était un véritable super-ordinateur débordant du génie architectural. Le complexe de la pyramide de la Danta, situé en Amérique, est si colossal que les pyramides égyptiennes semblent modestes à côté. Il est étonnant que cet ancien bâtiment puisse se révéler être le plus propice à l'épanouissement. D'ordinaire, les civilisations commencent par de petits pas, expérimentent, puis corrigent les erreurs. Pourtant, il semble que les Mayas n'aient pas perdu de temps en longues expérimentations et aient immédiatement commencé à construire un cosmopôle. Deux théories m'étaient d'expliquer leur développement rapide. Selon l'une d'elles, les Mayas étaient des voyageurs du temps ayant pu tirer parti de 10 000 ans de plans techniques laissés par des civilisations antérieures. Selon d'autres théories, ils héritèrent de leur empire d'une culture encore plus ancienne et évoluée. Les prédécesseurs des Mayas leur auraient transmis les clés de leur technologie en ajoutant « ne vous plantez pas ». Et comme cela arrive souvent dans les moments complexes de l'histoire, ils ne parvinrent pas à suivre ce conseil. La superville se transforma rapidement en ruine, engloutie par la jungle qui sert aujourd'hui de magnifique toile de fond pour les selfies touristiques. Que pouvait-il se passer ? Cela aurait pu être des catastrophes naturelles ou des conflits internes. Le Yucatan était non seulement le foyer des anciens Mayas, mais aussi le théâtre de terribles tsunamis, selon des études géologiques récentes. Pendant des millénaires, cette région a été frappée par des vagues dévastatrices atteignant jusqu'à 50 pieds de haut, capables d'arracher des arbres de leurs racines, de détruire des villes et d'effacer des civilisations entières. L'un de ces villes était l'ancienne C, autrefois célèbre pour ses magnifiques murs palais qui auraient pu susciter l'envie même des plus raffinés des Versaillais. Cependant, il ne reste aujourd'hui que des ruines, éparpillées comme après 12 rounds de combat avec Poséidon. Cette ville a littéralement été balayée par un tsunami, et peut-être que ce n'était pas la seule raison de sa destruction. Le chercheur Cliff Danning, qui a passé 30 ans sur la péninsule du Yucatan, a été témoin de ces catastrophes qui se produisaient à maintes reprises. Des années auparavant, en 1995, lors de son voyage au Yucatan, il découvrit des traces d'anciennes inondations. Des statues rongées, du calcaire érodé et des bâtiments en ruine. Cette découverte aurait pu figurer dans les manuels d'histoire, mais pour une raison quelconque, les cercles académiques ne lui ont pas accordé d'attention. Les légendes que nous connaissons mentionnent les dernières inondations, mais elles sont souvent ignorées. Les Zuni, les Lakota et les Mayas racontent des histoires d'un grand déluge qui a transformé le monde en un gigantesque parc aquatique. Le géologue Harlan Brad fut l'un des premiers à évoquer les inondations catastrophiques dès 1920. Il documenta de méga-inondations dans le nord-ouest de l'océan Pacifique, survenues il y a environ 12 000 ans. Le spécialiste des catastrophes, Erdel Carlson, pense que ces inondations ne se limitaient pas au Yucatan mais avaient un caractère global. Cela vous semble-t-il familier ? Voici une autre preuve. Avez-vous déjà entendu parler des sacs Birohimé ? Ce étaient des anciennes superroutes, pavées de pierres d'une blancheur éclatante, à couper le souffle. Certaines d'entre elles atteignaient 7 mètres de large et n'avaient aucune nulle éraflure. Ces routes s'étendaient sur de nombreuses milles, reliant des villes tout comme l'Empire viennois. Mais où se trouvent-elles aujourd'hui ? La réponse à cette question peut être trouvée en Turquie, 9 mètres sous l'eau.
Les images satellites fournies par Angelo Micolo de l'association d'archéologie satellitaire montrent des routes submergées s'étendant depuis le rivage jusqu'à la mer, telles des miettes de pain menant à des villes englouties qui attendent encore leur découverte. Ces trouvailles sont réellement impressionnantes. Si ces routes sous-marines mènent à des villes englouties des Mayas, alors nous faisons face non seulement à une culture qui a atteint son apogée il y a 2000 ans, mais peut-être à une civilisation ayant existé entre 9 et 12 000 ans auparavant, comparable aux premières grandes civilisations du monde, voire même la dépassant. Que pensez-vous de cela ? Le peuple maya était-il le dernier écho d'une superculture engloutie, ou ont-ils été anéantis par une collision cosmique ? Partagez vos réflexions et gagnez des points supplémentaires si vous pouvez créer un monstre marin. Le statut des régions maritimes et celui des Khazars restent enveloppés de mystères. À l'origine, ces nomades avaient créé au VIe siècle de notre ère un empire sur le territoire de la partie moderne de la Russie. Ils conquirent rapidement de vastes territoires, s'étendant de la Russie au Kazakhstan, englobant une partie considérable de l'Ukraine et des terres jusqu'à la Crimée. Le royaume khazar a existé pendant des siècles, jouant le rôle d'un tampon entre la chrétienté de Byzance et les califats islamiques. Vers l'an 740, le roi khazar a adopté le judaïsme. À l'époque de ce royaume, les communautés juives étaient peu mentionnées et discutées. Environ 13 siècles auparavant, la Khazarie était peut-être le plus grand royaume juif du monde. Cela a été confirmé par les témoignages laissés par des savants arabes, des écrivains byzantins et des prêtres juifs. Les plus connus d'entre eux sont les lettres du roi Khazar Joseph et du rabbin Hasdai ibn Shaprut, rédigées au Xe siècle. Le rabbin Hasdai, figure influente, a permis à l'Espagne de devenir une solution temporaire pour les communautés juives. Ayant entendu des rumeurs sur un État juif aux frontières de l'Europe, il s'est tourné avec un vif intérêt vers le roi Joseph. Celui-ci lui a raconté que lui et son peuple avaient adopté le judaïsme, rejetant le paganisme tandis que la majorité des gens restaient païens. Cependant, leur conversion n'était pas sans difficulté. Le processus a commencé à se développer grâce à l'arrivée de savants juifs venus ici pour diffuser leurs enseignements. À la fin du Xe siècle, Byzance a signé un accord avec les États russes et a infligé une défaite à la Khazarie. La capitale Atbil a été brûlée, les terres dévastées, et le sort des Khazars est resté inconnu. Néanmoins, ils ne furent pas anéantis, mais dispersés. Beaucoup, selon les suppositions, se sont réfugiés en Espagne. Il est possible que leurs descendants vivent encore parmi nous. Vers l'an 900 de notre ère, la civilisation toltèque a atteint son apogée et a commencé à se développer dans le centre du Mexique. Ils ont quitté leur capitale, Tula, environ un siècle et demi avant sa destruction, après quoi leur empire a disparu. Les Toltèques étaient méconnus comme des sculpteurs habiles et des guerriers courageux. Pendant que le christianisme se répandait dans l'Europe médiévale, les Toltèques prêchaient également leur religion dédiée à Quetzalcoatl, le dieu serpent à plumes. Leurs formations militaires étaient organisées en unités nommées d'après des prédateurs, comme les guerriers jaguars. Les habitants de Tula étaient engagés dans des rituels violents, y compris des sacrifices où des hommes, des femmes, des enfants et des vieillards étaient offerts en sacrifice, considérant cela comme une oblation aux dieux. Lors des fouilles à Tula, d'énormes coupes pour saignement et des supports avec des crânes étaient exposés sur la place centrale. Cependant, vers l'an 115, Tula a été pillée et incendiée. Les palais carbonisés témoignent d'une destruction délibérée, mais les responsables de ces actes restent inconnus. Certains suggèrent qu'il s'agissait de tribus rivales ou d'une coalition grandissante, peut-être des Chichagu, mais personne ne peut en être certain. Récemment, Le Monde a appris l'histoire de John, qui a publié une vidéo en drone survolant une chaîne de montagnes rocheuses en Turquie. Dans cette vidéo, il a découvert une porte taillée dans la roche, semblant davantage une entrée vers un espace caché scellé depuis des milliers d'années. John a décidé d'explorer cet endroit avec son drone. Il a choisi son itinéraire pour son voyage. Armé comme un véritable Indiana Jones, il gravit la falaise, perdit sa lampe de poche, repoussa un aigle et, finalement, s'enfonça en profondeur pour révéler des mystères anciens. Cependant, rien de tel ne subsiste vraiment. L'histoire virale s'est avérée n'être qu'une fiction. Bien qu'une photo d'une étrange ouverture de porte existe réellement. Elle n'a pas été créée par une intelligence artificielle ni retouchée sous Photoshop. Mais l'histoire de John et de son drone s'est révélée être une invention. En réalité, cette ouverture mène à une grotte sculptée dans la roche en Turquie, datant du IIe siècle avant notre ère. Au-dessus, on peut lire le nom d'Étios et de chaque côté,
Les niches décoratives montrent des sculptures fanées. Les archéologues connaissent ce site depuis longtemps, le désignant comme une grotte funéraire, Kapelikaia. Cependant, la signification du mot Ezios reste un mystère. À l'intérieur de l'énorme ouverture, il n'y a qu'une petite chambre funéraire. Funérailles s'en reste retrouvé. Peut-être que la grotte a été pillée depuis longtemps, ou peut-être qu'aucun corps n'y a jamais été enterré. Cet endroit existe depuis plus de 2000 ans, mais son état de préservation est une énigme. On ne sait toujours pas qui était Étios et où se trouve son corps. Pourquoi une telle entrée a-t-elle été construite, menant seulement à une petite chambre perchée haut sur la montagne ? Il se pourrait qu'une civilisation japonaise, non reconnue officiellement, ait existé sur les rivages. Les preuves les plus significatives de cela reposent sous les vagues des îles. Yonaguni est une immense pyramide. Ce n'est pas simplement une pyramide, mais les restes d'un complexe mystérieux et sophistiqué. En 1986, un plongeur local nommé Kihachira Arataki, en cherchant des requins-marteaux au large d'Okinawa, a découvert des formations étranges sur le fond marin, ressemblant étrangement à une architecture ancienne. En 1992, des chercheurs japonais sont venus explorer ce site pour essayer de comprendre ce qui s'y trouvait auparavant. Les chercheurs ont également découvert 10 structures supplémentaires à proximité, ainsi que 5 autres au large d'Okinawa. La partie principale du complexe occupe une superficie d'environ 881 mètres carrés. Ce site, connu sous le nom de monument de Yonaguni, est l'une des énigmes archéologiques les plus discutées au monde. Cela est en grande partie dû au fait que la science officielle l'ignore presque complètement. Le gouvernement japonais n'a pris aucune mesure pour approfondir l'étude. La plupart des archéologues traditionnels préfèrent éviter ce sujet. Cependant, quiconque observe la symétrie parfaite de ce monument a du mal à croire que la nature aurait pu le créer par hasard. Pourquoi alors des preuves évidentes de l'existence d'une ville ici suscitent-elles tant de débats animés ? Le géologue marin Masaki Kimura affirme que ces constructions ont été réalisées par l'homme. On suppose qu'il s'agit des ruines d'une civilisation perdue depuis longtemps, peut-être fondée par le peuple Jomon qui habitait le Japon il y a encore 12 000 ans. Kimura soutient que les scientifiques s'opposent à une révision de l'histoire. La dernière fois que cette terre s'est élevée au-dessus du niveau de la mer, c'était il y a plus de 10 000 ans. Si l'on parvient à prouver que le monument de Yonaguni est une partie d'une ancienne ville, il pourrait devenir la plus ancienne ville de la planète, même plus ancienne que Jéricho. Cela inquiète profondément certains groupes. De nombreux scientifiques doutent de cette théorie, car Yonaguni ressemble à une formation naturelle analogue à celle que l'on peut observer par exemple sur la route des géants en Irlande du Nord. Quoi qu'il en soit, même si vous n'avez pas la chance de voir le monument de Yonaguni de vos propres yeux, vous serez sans doute impressionné par sa taille. Cette rencontre vous laissera des impressions durables. Non loin de l'île grecque de Crète, se trouve une ville sous-marine nommée Aulos. Elle a été engloutie il y a environ 18 siècles suite à des tremblements de terre qui ont modifié le relief de la région. Cependant, avant cela, Oulu avait prospéré pendant de nombreux milliers d'années, étant le foyer d'une civilisation grecque antique. Les découvertes archéologiques montrent que des gens vivaient à Aulos dès le VIe siècle avant notre ère. La ville a survécu à l'invasion perse en 480 avant notre ère et est devenue un port important reliant le nord de la Crète à d'autres îles de la mer Égée et à l'ensemble du monde méditerranéen. Les fouilles sous-marines ont révélé d'impressionnantes ruines de routes, des vestiges de maisons et les fondations de structures inconnues. Les chercheurs du département d'archéologie sous-marine ont également trouvé des traces de murs en métal et de tours de guet qui protégeaient autrefois le port. Sur de nombreuses pièces de monnaie frappées entre 330 et 280 avant notre ère figure la tête de Zeus, probablement le dieu protecteur d'Aulos. On sait peu de choses sur le gouvernement et les structures sociales de cette ville, mais Aulos a prospéré jusqu'à ce qu'un tremblement de terre l'entraîne sous les eaux. Depuis 2000 ans, un ancien cité oublié, Héracléon, repose au fond de la mer au large des côtes égyptiennes. Fondée au Xe siècle avant notre ère, cette ville avait un lien étroit avec la Grèce antique et avec la dernière reine d'Égypte, Cléopâtre. Cependant, selon les scientifiques, Héracléon a progressivement décliné au fil des siècles jusqu'à ce que les tremblements de terre et les tsunamis scellent son destin. En raison de l'élévation du niveau de la mer, une grande partie d'Héracléon a été submergée. Certains de ces éléments ont résisté, mais au fil du temps, ils se sont effondrés dans la mer Méditerranée.
Au XVIe siècle de notre ère, lorsque les Arabes ont conquis l'Égypte, le temps d'Héracléon était révolu. Autrefois, cette ville était située à seulement 20 kilomètres du centre d'Alexandrie, juste au bord de la mer. Aujourd'hui, elle repose à environ 30 pieds sous les eaux de la baie d'Aboukir. Bien avant la fondation d'Alexandrie, Héracléon était un magnifique centre égyptien construit sur un groupe d'îles dans le delta du Nil, avec des territoires et des ports protégés. On y trouvait un nécropole, une pyramide, un temple dédié à Isis et de nombreuses autres structures. Dans cette ville se dressaient de majestueux temples, des marchés animés et un port commercial florissant qui remplissait les caisses de l'Égypte de ses taxes. L'un des monuments les plus remarquables était le temple consacré à Khonsu, fils d'Amon. On y trouvait également un vaste sanctuaire dédié à Héraclès. Au cours de quel siècle de notre ère ont été érigés des temples supplémentaires en l'honneur des dieux Osiris et Isis? Il y a 30 ans, l'archéologue sous-marin Franck Gaudiot a découvert cette ville, et depuis, des chercheurs s'efforcent sans relâche de relever du fond de la mer des statues, des artefacts et des ruines pour reconstituer l'histoire de cette civilisation égyptienne disparue.